Voilà, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce sixième webinaire co-organisé par la Chambre de commerce et l'OICO, autour évidemment de toutes les conséquences du Covid-19 pour nos organisations. On a voulu pour ce sixième webinaire faire un point sur les difficultés financières que vous vivez et également utiliser maintenant ces 2 mois d'expérience pour vous donner quelques actions concrètes à entreprendre. On a choisi également de faire un focus sur 2 domaines particuliers que sont tout ce qui a trait à vos loyers et puis également malheureusement si les choses devaient se passer mal ou si la situation devait se tendre, évidemment parler de surendettement et on aura la chance pour ça d'avoir des intervenants de renom tout à l'heure. Mais avant évidemment de rentrer dans ce programme, je vais passer la parole à notre amie Alexandra de la Chambre de commerce pour vous dire quelques mots de bienvenue. Alexandra, c'est à toi. Merci Christophe, bienvenue à tout le monde. C'est comme d'habitude un plaisir. Alors le sujet malheureusement n'est pas extrêmement heureux puisqu'on va parler de ces difficultés financières. Je crois par contre que les participants sont contents parce que je suis fermement convaincue qu'il y aura des pistes de solutions à la fin de notre webinaire. J'en profite pour rappeler aux entreprises qui nous suivent, indépendamment du fait qu'elles soient membres ou pas de la Chambre de commerce, que si elles ont des questions liées au plan de protection et à leur accompagnement en entreprise, il y a des indications sur notre site web et il y a surtout une cellule dédiée qui peut répondre aux questions et éventuellement les aiguiller vers des partenaires qui les aideront à mettre en œuvre leur plan. Merci Christophe et à tout à l'heure. Merci beaucoup Alexandra, on se retrouve tout à l'heure pour animer notre table ronde. Alors, quelques bonnes pratiques, comme d'habitude pour commencer ce webinaire. D'abord, la fonctionnalité questions et réponses. Vous avez en bas de votre écran, au niveau de toutes les options, un bouton questions et réponses ou Q&A si vous avez le logiciel en anglais. Et vous pouvez poser vos questions pendant toute la durée du webinaire et les intervenants vont essayer d'y répondre en temps réel. Évidemment pas pendant qu'ils présentent, mais juste avant ou juste après. Donc n'hésitez pas, parce que c'est ce qui permet d'ajouter un maximum de contenu à ces webinaires. Nous aurons également la possibilité de traiter évidemment les questions et réponses qui n'ont pas été données, les réponses qui n'ont pas été données en temps réel lors de la table ronde. Donc Alexandra prendra également vos questions si elles n'ont pas été répondues et si elles peuvent concerner tout le monde. Dans le cas où vous n'aurez pas vos questions répondues à la fin de ce webinaire, les intervenants y répondront encore dans un deuxième temps avant de vous envoyer tout ça en format PDF. Vous aurez la possibilité aussi pendant la table ronde de poser vos questions en levant la main, donc par oral, et puis on vous donnera, Alexandra vous ouvrira votre micro pour que vous puissiez les poser en direct. La présentation vous sera envoyée en PDF ainsi que le lien vers le format replay après ce webinaire, donc quelques heures après. Je remercie beaucoup Marie et toute l'équipe événements de l'OICO pour le bon suivi de tout ça. C'est vraiment un plaisir de travailler avec vous. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes préparés à rentrer dans le vif du sujet avec un événement qui va se dérouler en 4 temps. D'abord, une présentation par Véronique Deloïco sur la situation actuelle en ce qui concerne les aides financières. Juste refaire un petit panachage de toutes les aides existantes et puis avec quelques petits trucs à vous donner pour certains qui s'y seraient pas encore mis complètement. On va ensuite parler avec Maxime de la question des loyers, qui est dans un poste de charge hyper important et que certaines entreprises n'ont pas encore réussi malheureusement à compresser. Donc, on va poser le cadre juridique avec quelques trucs là aussi donnés par Maxime. Sébastien ensuite, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Sébastien, vous souhaitez bon accueil d'Auberson à Bels, eh bien, nous parlera des termes juridiques liés au surendettement et aux assainissements. Donc là aussi, on ira un petit peu dans le détail juridique. Vous pourrez poser vos questions. Vous verrez qu'il y a un contenu super intéressant offert par Sébastien. Donc n'hésitez pas là aussi à interagir et à poser vos questions. On terminera ensuite aux alentours de 16h45, 16h50 avec la table ronde animée avec tous nos participants, bien sûr, par Alexandra Ries. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. On va évidemment présenter rapidement nos intervenants. On va commencer par Véronique Penol de l'OICO qui va amorcer les feux pour cette conférence. Ensuite, nous aurons Maxime Cholet
associé chez Vichère, mais également administrateur de la régie d'Audun, hein, qui lui permet d'avoir cette vision très très complète sur l'état des loyers à Genève. Et on se réjouit de l'entendre. Sébastien qui posera le cadre sur les questions de surendettement et d'assainissement. Et ensuite, on passera à la table ronde d'Alexandra. On va commencer par toi, Véronique Pennon de Loico, pour poser le cadre au niveau de ces instruments financiers. Véro, c'est à toi. Merci Christophe. Bonjour à tous. Alors, pour ma part, je vais effectivement essayer de vous brosser un petit peu la situation dans laquelle nous sommes et quelques pistes de réflexion. Peut-être, voilà, le slide arrive, parfait. Donc, effectivement, les entreprises se sont trouvées face à cette crise avec une baisse importante pour la plupart de leurs revenus, avec malheureusement certaines charges qui restent stables. Donc, dans un premier temps, il y a lieu d'analyser effectivement la structure de ces coûts et les possibilités de réduction. C'est clair que suivant l'activité ou l'activité dans laquelle vous êtes actif, vous n'aurez pas la même structure de coûts. Donc, pour certaines qui sont actives, par exemple, dans le domaine du service, les charges de personnel représentent une part très importante des charges totales. Par contre, pour d'autres, eh bien, les charges locatives sont quand même tout de même importantes par rapport au total. Donc, on va voir avec Maxime quelles sont les pistes pour encore améliorer la situation. Donc, pour les charges directes de vente, souvent, elles sont quand même un petit peu liées à l'activité, donc elles vont quand même baisser et des négociations sont quand même possibles avec les fournisseurs ou les prestataires de services. Pour les charges de personnel, grâce aux mesures rapidement mises en place des RHT ou des pertes de gains pour les quarantaines ou pour les parents ou les personnes qui seraient malades, cela a quand même permis de soulager en grande partie ces charges. Les charges de locaux, grâce notamment à Genève, des actions ont été entreprises également, donc ça permet de soulager en partie. Les charges administratives, elles représentent souvent une part un peu moins importante du total des charges. Il y a un petit peu moins d'axes de négociation à ce niveau-là. Pour le marketing, certains projets ont été reportés, par exemple, ou des négociations ont également eu lieu avec les différents partenaires. Les charges financières, il y a eu beaucoup que ce soit les organismes, les États, le canton, la Confédération, la TVA, beaucoup ont supprimé quand même les intérêts moratoires, les frais de retard. Donc là aussi, il y a eu quand même une aide à ce niveau-là. Et les charges fiscales, on peut adapter les acomptes en fonction de notre nouvelle estimation du revenu pour l'année. Donc voilà un petit peu les différents groupes de charges. Ensuite, dans le plan d'action, la première chose à faire est effectivement de revoir ses budgets avec différents scénarios en fonction de sa situation. Est-ce qu'une reprise partielle des activités est possible? Est-ce qu'elle va être plutôt progressive? Est-ce que ça va pouvoir repartir de manière un peu plus rapide? Et quand est-ce qu'on pourra reprendre, peut-être si c'est possible, la normale des activités? Avec cette crise aussi, beaucoup se sont posé des questions. Est-ce qu'il y a des nouvelles opportunités qui peuvent naître, des nouveaux axes de revenus? On a vu certaines entreprises ont changé leur outil de production, se sont mis à fabriquer des masques. Voilà, donc certains ont été très créatifs pour arriver à retrouver une certaine dynamique et faire entrer des revenus. Grâce à toutes ces pistes, on va pouvoir estimer le résultat 2020 en fonction des différents scénarios de nos budgets, ce qui va nous permettre aussi de voir l'impact sur nos fonds propres, parce que c'est important de pouvoir anticiper. Est-ce qu'on va se trouver effectivement en perte de capital, en surendettement? On verra avec Sébastien tout à l'heure quelles sont les mesures à prendre, le suivi à faire. Et bien évidemment aussi le plan de trésorerie ou de financement lié à chaque scénario est très important pour voir que l'on arrive à comment va se dérouler l'année 2020 ou 2021 même, et comment on va pouvoir faire face à cette crise. Et je vous ai remis également les différentes options que vous avez à disposition pour vous soutenir au niveau des liquidités. Donc, il y a bien sûr les crédits Covid et Covid+, qui ont été mis à disposition, qui restent encore actifs jusqu'au 31 juillet en tout cas.
par la suite, on ne le sait pas, peut-être qu'ils seront prolongés, mais en tout cas, jusqu'au 31 juillet, vous pouvez y faire appel si ce n'est déjà pas le cas. Il y a également à Genève, par exemple, des avances de liquidité qui peuvent être demandées au travers de la FAE. Les RHT, dont on a abondamment parlé un peu partout dans la presse et également dans nos webinaires. Les pertes de gains. Au niveau de la TVA, des plans de paiement sont également possibles. Les suppressions d'intérêts négatifs ont également été proposées, donc ceci permet quand même d'alléger aussi dans certaines situations. Des plans de paiement au niveau des acomptes des impôts cantonaux et communaux et pas d'intérêt moratoire également. Au niveau des charges sociales, on peut tout d'abord adapter les acomptes si on constate que sa masse salariale n'est plus en ligne avec la réalité de 2020 et pas d'intérêt négatif non plus sur les retards de paiement. Pour les loyers, eh bien, nous verrons tout de suite après avec Maxime tout le panel d'options à disposition. Et pour les factures, par exemple, des services industriels à Genève, il y a également la suppression des frais de rappel et des délais de paiement qui ont été octroyés pour les entreprises. Voilà. Peut-être en résumé, donc c'est vrai que c'est important de faire des scénarios, d'essayer d'estimer au mieux l'impact sur le résultat de cette crise, de suivre de manière très assidue le plan de trésorerie, les mesures de financement, et enfin pouvoir déterminer l'impact éventuel sur les fonds propres. Voilà, je laisse la parole à Maxime. Merci Véro, merci beaucoup. Alors l'idée évidemment c'est de faire un rapide panachage de tous les enjeux. Hein. On pourra venir sur la table ronde tout à l'heure, soit aux problématiques particulières, mais on voulait rentrer aujourd'hui puisque la plupart de ces enjeux, si vous avez suivi dans les autres webinaires, ont été traités justement dans le cadre de ces webinaires par d'autres spécialistes. Mais une chose qu'on n'avait pas traitée, c'est la question des loyers, qui est aujourd'hui un poste important et pour certains, pas de réponse encore trouvée. Maxime, on compte sur toi pour nous donner quelques pistes à ce niveau-là, au niveau des possibilités laissées par la loi et évidemment au niveau des mesures mises en place par le canton et la Confédération. Maxime, la parole est à toi. Merci Christophe, bonjour à toutes et à tous. Alors on va attaquer directement avec ce sujet sur les loyers. Il y a une première slide simplement pour présenter les deux sociétés que je représente aujourd'hui, l'étude Vichère où je suis avocat associé et la Régie Laudin où je suis administrateur. On va commencer par le début du problème. Il y a eu une question juridique qui s'est posée et il y a le feu qui a été mis aux poudres puisqu'il y a deux thèses qui se sont assez vite affrontées et on verra que suite à cette bataille des thèses, l'État a dû intervenir et plutôt bien intervenu puisqu'il a proposé une solution qui est parmi la meilleure si on doit comparer la solution qui a été apportée à Genève et dans les autres cantons. La question juridique de base, c'est la suivante, c'est est-ce que l'épidémie du Covid-19, est-ce qu'elle permet de remettre en question les baux conclus? C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de baux qui sont en force, on a signé un bail, on s'est engagé sur la durée à payer un certain loyer. Est-ce que l'on peut revenir sur cet engagement du fait de la survenance de l'épidémie ou de la pandémie Covid-19? Alors, ça pose tout un tas de questions juridiques. On n'a pas le temps ici d'aborder ces questions-là, mais je vous les ai simplement listées. La question, c'était d'abord de savoir est-ce que le fait de ne pas pouvoir continuer à utiliser son local, par exemple, si on est un café ou un tea room ou un restaurateur, est-ce que ça constitue un défaut de la chose louée, c'est-à-dire qu'on nous a mis à disposition des locaux pour exploiter un café et finalement on ne peut pas le faire. Alors est-ce que ça constitue un défaut et est-ce que ce défaut nous permet d'avoir un certain nombre de prétentions, notamment une prétention en baisse de loyer? Il y a d'autres figures juridiques qui ont été invoquées. Est-ce qu'on se trouve dans un cas d'impossibilité subséquente, c'est-à-dire qu'une impossibilité qui n'était pas prévue au moment où on a signé le contrat, mais pour des faits qui sont subséquents à la signature, tout d'un coup on se retrouve dans l'impossibilité de payer son loyer, respectivement de respecter d'autres obligations qu'on aurait au titre du bail. Il y a aussi la question du juste motif de résiliation. Le droit suisse prévoit que l'on peut, mais c'est vraiment dans des cas extrêmement particulier, résilier le contrat de bail à loyer, moyennant indemnité. Est-ce que le Covid-19, la survenance de cette pandémie, nous permet d'invoquer un juste motif? Puis après, il y a une autre théorie avec un nom un petit peu barbare qui s'appelle la clausula rebus sic stantibus en latin,
qui est souvent aussi appelée théorie de l'imprévisibilité, où c'est une théorie qui existe en droit, qui est assez peu utilisée, mais qui consiste à dire que lorsque l'équilibre d'un contrat change entre le moment où on conclut ce contrat et un moment qui est postérieur dans le temps, est-ce qu'on peut remettre en cause ce contrat ou est-ce qu'en tout cas on pourrait le faire adapter par un juge compte tenu du changement de circonstances imprévisibles. Bon, toutes ces questions se sont posées. Encore une fois, elles sont assez techniques. C'est des questions juridiques, mais assez vite, on a eu des réponses politiques à ces questions juridiques. On a d'abord l'ASLOCA, qui est l'Association de défense des locataires, qui est intervenue pour tout de suite dire que les loyers n'étaient pas dus. Et d'abord, ils l'ont fait sous la forme d'un communiqué, puis ensuite, ils ont commandé un avis de droit qui a été fait par des membres de l'ASLOCA et qui arrivait à la conclusion que les loyers n'étaient pas dus pour une ou plusieurs des questions juridiques qui sont mentionnées en début de slide. Suite à ça, les représentants des propriétaires sont intervenus pour demander leur propre avis de droit. Alors, ils en ont demandé, je crois, 2 ou 3 pour contrecarrer cette initiative de l'ASLOCA. Et ils sont arrivés à leur tour avec des avis de droit qui, évidemment, arrivaient à la conclusion que les loyers étaient dus et que les baux étaient contraignants. Donc, on avait ce débat juridique, mais qui était aussi un débat politique, et c'était assez compliqué à gérer. Et là, je prends la casquette de l'administrateur d'Audin et compagnie SA, donc régie immobilière. C'était assez compliqué à gérer parce qu'en réalité, on avait un jour un avis de droit qui disait une chose, le lendemain un avis de droit qui disait autre chose, énormément de demandes des locataires qui souvent utilisaient des formulaires qui étaient mis à disposition par des organismes tels que Gastro Suisse, par exemple, pour les restaurateurs, des propriétaires qui ne savaient pas très bien quoi faire, et au milieu, le représentant des propriétaires, donc la régie immobilière, qui devait jongler avec tout ça, et ce n'était pas toujours simple. Heureusement, l'État est intervenu parce qu'il y avait une forte insécurité juridique et que le Conseil fédéral, lui, a décidé de ne pas intervenir dans cette problématique. Il considère que c'est du droit privé, donc c'est avant tout une question d'entente entre bailleurs et locataires, et il n'a pas souhaité intervenir comme il a pu intervenir dans d'autres domaines. Ensuite, donc, on est arrivé à cette solution cantonale, puisque le Conseil fédéral n'est pas intervenu. Et cette solution cantonale, c'est un accord tripartite entre les différentes parties prenantes. On a d'abord l'ASLOCA, représentant des locataires, l'USPI, qui est l'Union suisse des professionnels de l'immobilier, qui représente les représentants des propriétaires, donc les agences immobilières, les régies immobilières, et l'État de Genève. C'est un accord qui est intervenu le 6 avril 2020, vous en avez forcément entendu parler. Il s'appelle Vesta, c'est le nom de la déesse du foyer, déesse romaine du foyer. Et donc, c'est le nom de code qui a été donné à cet accord. Et on verra qu'après, on a eu un accord Vesta 1 bis et un accord Vesta 2. D'abord, il faut comprendre que c'est un programme volontaire, c'est-à-dire que si une des 3 parties n'est pas d'accord, ou en tout cas si le locataire ou le propriétaire n'est pas d'accord, l'accord ne se fait pas. Donc, même s'il y a un cadre qui est tracé, à la fin, il faut quand même être raisonnable et s'entendre, sans quoi il n'y aura pas de solution qui pourra être trouvée. L'accord Vesta 1, il s'applique au mois d'avril 2020, donc pour les loyers d'avril 2020. Pour les loyers subséquents, on verra que c'est d'autres accords qui s'appliquent. Et il suffit simplement aux bailleurs et locataires de s'accorder sur une exonération de loyer. Donc, ce n'est pas une baisse, mais c'est vraiment une exonération en principe. Donc, c'est que le 100% du loyer n'est pas payé. Alors, ce n'est pas forcément le 100%, on pourrait tout à fait imaginer que dans des cas, et d'ailleurs on verra par la suite que ça peut être opportun d'utiliser cet angle d'attaque pour convaincre le bailleur de participer à l'accord. Mais quoi qu'il en soit, à la fin, on a une exonération qui est convenue entre bailleur et locataire, et l'État prend 50% de cette exonération à sa charge. En réalité, ce qui se passe, c'est que le bailleur va prendre l'entier de l'exonération d'abord dans un premier temps à sa charge et ensuite il va être indemnisé par, enfin, donc le bailleur va d'abord prendre à sa charge et ensuite il sera indemnisé par l'État. Et ça c'est pour le loyer, et à côté de ça on a les charges qui elles continuent de courir, mais par contre le paiement est suspendu et donc il est simplement reporté à plus tard. Pour bénéficier de cet accord Vesta 1, il faut avoir un loyer qui est inférieur à 3 500 francs par mois, ce qui peut être considéré comme peu ou beaucoup. À Genève, c'est plutôt considéré comme peu. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints parce qu'ils ne pouvaient pas finalement être éligibles pour cet accord, raison pour laquelle, on va le voir dans un instant, il y a l'accord Vesta 2 qui est survenu un peu plus tard. Donc, c'est 3 500 francs par mois, charges non comprises.
et il ne faut pas que le locataire soit en demeure de paiement avant le 17 mars 2020. Donc, il faut qu'il ait payé tous ses loyers avant le 17 mars 2020. L'idée, simplement, c'est de ne pas avoir finalement à subventionner des gens qui étaient déjà en difficulté avant le Covid-19 et dont finalement les difficultés ne seraient par conséquent pas dans un lien de causalité avec la survenance de l'épidémie. Donc, ça, c'est les deux conditions: loyer inférieur à 3 500 francs et il faut avoir payé tous ses loyers avant le 17 mars 2020. Il faut utiliser un formulaire. Quand on dit que bailleurs et locataires s'accordent, il y a un formulaire qui a été mis à disposition de l'État. Il est assez bien fait, assez facile à remplir. Il faut le retourner au bailleur, en principe, par l'intermédiaire de son représentant, donc de la régie immobilière. Il y a un délai qui a été fixé pour Vesta 1, donc pour ses loyers d'avril 2020 au 20 mai 2020, donc c'est tout bientôt. Et donc, ça veut dire qu'il faut absolument envoyer pour Vesta 1 son formulaire avant le 20 mai, donc c'est-à-dire demain. D'abord, il y a eu des discussions parce qu'il y a un certain nombre de propriétaires qui étaient exclus de cette possibilité de bénéficier de l'aide de l'État. Donc, par conséquent, il n'y avait pas d'accord qui se trouvait avec les locataires. C'est ces institutions publiques, la CAP, la CPEG, la Caisse de police ou les fondations intercommunales aussi. Finalement, elles ont été incluses. Donc maintenant, si vous êtes locataire commercial et que votre bailleur, c'est la caisse de police ou la caisse de la CPEG, par exemple la caisse de l'État, vous pouvez quand même participer à cet accord tripartite qu'est Vesta 1. Et pour les immeubles subventionnés ou contrôlés, on ne rentrera pas dans le détail, mais là, on a un régime spécifique. Pour vous donner quelques chiffres qui sont assez parlants et qui montrent que cette opération est un succès, il y a 88% des dossiers qui sont éligibles à Vesta 1. Donc, on exclut tous les dossiers où les personnes ne remplissaient pas les conditions parce que, par exemple, elles avaient un loyer supérieur à 3 500 francs ou qu'elles n'avaient pas payé tout leur loyer au 17 avril 2020. Mais tous les dossiers éligibles, il y a 88% qui ont été acceptés par le propriétaire et donc où cet accord tripartite s'est mis en œuvre et où finalement le locataire a pu être libéré de toute ou partie de son loyer. Un deuxième chiffre, c'est qu'en moyenne, il y a 83% du loyer qui a été exonéré. Comme je vous l'ai dit, tout le monde n'a pas forcément demandé 100% de réduction de loyer. Certains ont continué à avoir une activité partielle, donc ils ont demandé une réduction partielle. Et souvent, ça s'est avéré payant parce que celui qui demandait une réduction proportionnée l'a obtenu beaucoup plus vite que celui qui demandait une exonération totale, alors que peut-être dans les faits, tout ne justifiait pas une exonération à 100%. Donc en moyenne, ça c'est les chiffres à la régie Gaudin, l'exonération moyenne, ça a été de 83% du loyer. Pour vous donner un chiffre un peu plus systémique, sur Genève, pour Vesta 1 uniquement, parce qu'on n'a pas encore les chiffres de Vesta 1 bis et Vesta 2 qu'on va voir tout de suite, et donc c'est hors arrangement de paiement qui pourrait intervenir sans passer par cet accord tripartite, parce qu'il y en a aussi eu un certain nombre. On parle de 2,5 millions de loyers qui ont été exonérés. Suite à ce Vesta 1 qui a bien fonctionné et qui a commencé à être copié dans les autres cantons, notamment les autres cantons romans, il a été décidé de prolonger simplement cet accord Vesta 1 qui était valable que pour les loyers d'avril 2020. Ça a été prolongé au loyer de mai 2020 et cette prolongation, elle porte le nom de Vesta 1 bis. C'est les mêmes conditions. Vous pouvez partir du principe que c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a un nouveau formulaire qui est sorti et qu'il faut utiliser le formulaire Vesta 1 bis pour les loyers de mai et le formulaire Vesta 1 pour les loyers d'avril. Et que souvent, si on se trompe de formulaire, ça peut complexifier le processus d'exonération de loyer. Donc ça, c'est vraiment bien comprendre qu'on a 3 accords différents, Vesta 1, Vesta 1 bis, Vesta 2, et que chaque accord a son formulaire. Et donc, il est important d'utiliser le bon formulaire en fonction du loyer pour lequel on demande une réduction, voire une exonération totale. Suite à ce Vesta 1 bis, qui est une simple prolongation, comme je l'ai dit, de Vesta 1, on a un nouvel accord tripartite qui est entré en force, toujours entre les mêmes parties, Asloca, USPI et État de Genève, le 30 avril 2020, et ça, c'est Vesta 2. Vesta 2, c'est une autre philosophie, c'est un autre paradigme, donc c'est une simple prolongation pour un mois supplémentaire, mais c'est suite aux revendications qu'il y a eu, l'État et les différents représentants des milieux locataires et des propriétaires ont revu leur copie et sont arrivés avec une solution qui a été renforcée. Ça s'applique au mois d'avril, mai et juin 2020, donc c'est pour les 3 mois, pardon.
Et la philosophie, elle est différente parce que je vous rappelle que dans Vesta 1, respectivement Vesta 1 bis, il y a une exonération qui est convenue entre locataire et bailleur et l'État prend 50% d'exonération à sa charge. Ici, tout le monde participe dans Vesta 2. Le locataire doit accepter de prendre un tiers du loyer, le bailleur un tiers et l'État prend le dernier tiers. Donc, on voit qu'avril, mai, juin, c'est pour 3 mois. Donc, chacun prend un mois à sa charge. Et les charges, donc les frais accessoires qui sont payés en plus du loyer, sont également suspendus comme dans Vesta 1. Alors, les conditions, c'est là où ça a changé. C'est pour tous les établissements qui sont ouverts au public et qui n'ont pas été autorisés à rouvrir au 27 avril 2020. Vous vous souvenez qu'il y a seulement certains établissements qui ont pu rouvrir, comme les magasins de jardinage, par exemple les coiffeurs. Ce n'était pas le cas des cafetiers restaurateurs. Donc, si l'établissement était fermé au 27 avril 2020, à ce moment-là, vous pouvez bénéficier. Ça s'applique aux loyers qui sont de 0 à 7 000 francs. Donc, le plafond a été augmenté. Et si vous êtes un restaurant, un café, un bar ou un tea room, il faut que vous ayez une activité qui soit exclusivement consacrée à la restauration ou à l'hôtellerie. À ce moment-là, vous pouvez même monter jusqu'à un loyer mensuel de 10 000 francs. Donc, celui qui a un loyer de moins de 10 000 francs et qui a un bar, par exemple, il est éligible pour ce Vesta 2. L'indemnité maximale de l'État a été fixée à 7 000 francs, c'est-à-dire qu'à la fin, de toute façon, l'État ne mettra pas plus que 7 000 francs. Il faut aussi que le locataire ne soit pas en demeure de paiement avant le 17 mars 2020, c'est la même philosophie. Et en principe, le locataire paye le mois d'avril 2020. Après, mai est pris en charge par le bailleur et le dernier mois est pris en charge par l'État. C'est clair que si Vesta 1 a été utilisé et donc il y a eu une exonération pour le mois d'avril 2020, ben finalement le locataire devra payer soit le mois de mai ou le mois de juin. Et alors là, il y a une petite particularité aussi. Lorsque vous signez le formulaire Vesta 2, qui est plus généreux, vous vous engagez à un maintien des emplois. Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir de licenciement qui trouverait sa cause dans la pandémie du Covid-19. Trois points pour conclure. D'abord, je l'ai dit et je le répète, c'est un succès. Vu comme administrateur de régie, ça a été extrêmement compliqué à gérer cette situation parce qu'il y a eu énormément de demandes légitimes et que ces demandes-là, il a fallu les traiter et qu'on a eu des propriétaires qui n'avaient pas vraiment de ligne de conduite et qui ne savaient pas comment traiter un cas par rapport à un autre. Et donc, au moins, cette solution, elle a permis d'objectiviser les choses. Évidemment, financièrement, comme l'État y participe, ça a permis aussi aux propriétaires d'entrer plus facilement en matière. Et on l'a vu, il y a eu 90% d'acceptation, donc c'est un vrai plébiscite. Et donc, c'est un vrai succès. Un conseil comme deuxième conclusion, utilisez cette possibilité si vous en avez besoin. Donc, négociez avec votre bailleur. Vous verrez qu'assez vite, on vous proposera d'utiliser cet accord. Les régies immobilières qui sont membres de l'USPI, qui est une des parties prenantes à l'accord, se sont d'ailleurs engagées à faire de la pub de cet accord auprès de leurs clients propriétaires, pour que les propriétaires l'utilisent autant que faire se peut. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut motiver. Il y a énormément de demandes qui sont reçues, ou c'est des demandes où on remplit simplement le formulaire, on l'envoie par email sans expliquer pourquoi est-ce qu'on a dû fermer, pourquoi est-ce qu'on a subi des pertes de revenus suite au Covid-19. Et là, très souvent, ça a pu braquer les propriétaires. Et donc, il y a des refus qui ont été faits parce que ça reste un programme volontaire. Si le propriétaire ne participe pas à la fin, il n'y aura pas d'accord. Et donc, c'est vraiment important de motiver. Si vous faites du commerce sur Internet et que vous pouvez continuer à vendre, vous n'êtes pas dans la même situation que celui qui a un café qui est fermé où il ne peut plus du tout exercer son activité. Donc, c'est vraiment important d'expliquer votre activité, pourquoi est-ce que vous avez des pertes de revenus. Et plus vous motivez, plus vous fournissez des pièces à l'appui, sans rentrer non plus dans un détail totalement bureaucratique, plus vous avez de chances que le propriétaire rapidement accède à votre demande. Il y a notamment des premiers modèles qui ont circulé, qui ont été très utilisés, c'est les modèles de gastro suisse. J'estime que ces modèles n'étaient pas forcément des bons modèles parce que déjà, il n'y avait pas vraiment de motivation, donc on avait du mal à faire la distinction. Alors certes, Gastro Suisse, c'est pour les restaurants, bars, cafés, et ils sont tous dans la même situation, mais ils ont été utilisés, ces modèles, un peu par tout le monde, y compris par des sociétés qui n'étaient pas forcément impactées par le Covid-19 ou moins impactées. Et donc, à la fin, ça a créé une certaine incompréhension de la part des bailleurs.
Et il y a des conseils qui ont été donnés, notamment de ne pas payer le loyer ou de consigner le loyer. Ça, c'est un conseil à ne jamais suivre. Le droit du bail, il est très protecteur des intérêts des locataires, mais par contre, là où il est protecteur des intérêts du bailleur, c'est que si vous ne payez pas votre loyer, la résiliation du bail est assez rapide et c'est vraiment une possibilité qu'a le bailleur et souvent, il n'hésitera pas deux fois. Donc, il faut payer son loyer, évidemment, si vous pouvez. Il y a des situations dans lesquelles on ne peut plus, mais si vous avez la possibilité de payer, n'utilisez pas l'argument du non-paiement comme un argument qui viserait à contraindre le bailleur à venir à la table de négociation parce que ça pourrait se retourner contre vous. Le bailleur pourrait tout simplement résilier le bail et après, c'est vous qui perdrez toute possibilité de négocier quoi que ce soit. Et le dernier point pour vous dire qu'il existe aussi des solutions hors Vesta. Vous pouvez avoir, à Genève, ça existe, des baux qui sont supérieurs à 10 000 francs. Donc, même dans Vesta 2, vous n'êtes pas éligible. Vous pouvez être en demeure de paiement avant le 17 avril. On a vu que vous n'étiez pas éligible non plus. Mais à ce moment-là, il y a d'autres solutions qui restent possibles. Il y avait un premier MOU qui avait été signé entre toutes les parties prenantes pour dire que, d'une façon générale, l'idée, c'était de trouver des arrangements, notamment des arrangements de paiement, et les bailleurs les accordent très facilement à l'heure actuelle. Donc, même si vous n'êtes pas éligible à Vesta, demandez de reporter le paiement de certains loyers. C'est aussi possible et ça vous permet aussi de trouver une solution d'un point de vue de la trésorerie. Il y a une autre solution qui a été assez souvent demandée et selon ma pratique, assez souvent acceptée. C'est soit un remboursement d'une partie de la caution que vous avez mis. Si vous avez bloqué de l'argent sur un compte en banque, vous avez bloqué 6 mois de loyer, par exemple, vous demandez à ce que 3 mois vous soient remboursés. Il faut évidemment l'accord du bailleur et quitte à reconstituer cette caution par la suite, mais ça vous permet d'avoir de la trésorerie immédiatement, voire de substituer la caution que vous avez si vous avez déposé l'argent auprès d'un compte en banque par une caution type Smart Caution ou Suisse Caution, qui sont ces cautions qui vous permettent de payer un montant mensuel, mais de ne pas mobiliser de l'argent. Et là, si vous faites ça, eh ben, le bailleur reçoit la nouvelle caution, type Suisse Caution, Smart Caution, en échange de quoi il vous libère l'ancienne caution. Et donc là aussi, ça peut créer de la trésorerie. Tout ça, c'est évidemment subordonné à l'accord du bailleur, mais c'est des solutions qui ont été trouvées dans beaucoup de dossiers. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci, cher Maxime, merci beaucoup. En tous les cas, ça valait la peine de brosser, de faire ce tour d'horizon là, de la situation au niveau légal. C'est assez complexe hein, avec ces différentes évolutions, avec cette phase du début qui a été assez floue pour tout le monde. En tout cas, on te remercie d'avoir reposé ce cadre pour nous et de te tenir à disposition après encore des questions des participants. Merci à tout de suite, Maxime. Sébastien, ça va être à toi. Donc Sébastien d'Auberson-Abels, qui va traiter d'un sujet évidemment très très délicat. Donc évidemment, on se réjouit, Sébastien, que tu nous éclaires un petit peu sur ces questions-là, et puis que tu puisses ensuite évidemment aussi te tenir à disposition des questions des intervenants. Sébastien, c'est à toi. Je ne sais pas si on ne te voit pas pour l'instant. Je suis là en principe. Ah voilà, tu es là, Sébastien, on te voit. C'est à toi. Voilà, bonjour mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous allons aborder aujourd'hui quelque chose d'assez technique, mais qui est évidemment d'importance quand les autres solutions se sont un peu épuisées au fil du temps ou même rapidement. On va d'abord, si on peut passer peut-être à la slide d'après, parler du surendettement, la situation telle qu'elle existe, classique, qui est plus ou moins connue, plus ou moins respectée en pratique, et les ajustements liés au Covid-19. Nous parlerons ensuite, sous chiffre 2, de l'assainissement, en tout cas un type d'assainissement, c'est-à-dire le sursis. Là aussi, le sursis tel qu'il existe, ou tel qu'il existait avant le Covid, les ajustements liés au Covid, et enfin une toute nouvelle forme qu'on appelle le sursis Covid-19. Alors, premièrement, le surendettement. Qu'est-ce que c'est que le surendettement? C'est parfois une notion qui n'est pas tout à fait comprise. Ce n'est pas l'insolvabilité, ce n'est pas l'incapacité de payer les dettes quand elles sont dues, mais c'est réellement une notion juridique et comptable, c'est-à-dire la situation dans laquelle une société n'a plus assez d'actifs sociaux pour couvrir ses fonds étrangers. On parle aussi d'actifs négatifs, d'actifs nets négatifs ou de fonds propres négatifs. Sont visées par ce type de situation les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et les fondations.
Qui est compétent en cas de surendettement? Principalement le conseil d'administration, les gérants dans la SARL, et s'il y en a un, et seulement subsidiairement, c'est-à-dire si le conseil d'administration ou les gérants ne font rien, eh bien l'organe de révision. Le conseil d'administration doit agir dès que, dit la loi, il a des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée. Qu'est-ce qu'il doit faire dès qu'il a ces raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée? Eh bien, il doit commencer par dresser un bilan intermédiaire aux valeurs d'exploitation, donc la mise à jour au fond du dernier bilan, et s'il apparaît que la société est surendettée à la date du bilan intermédiaire, aux valeurs de liquidation. Il doit faire vérifier ce bilan par un réviseur agréé, même les sociétés qui ont fait un opting-out, même les sociétés qui n'ont pas de réviseur doivent faire vérifier ce bilan. Et si ce bilan intermédiaire montre que, aux valeurs d'exploitation et de liquidation, la société est en surendettement, donc qu'elle n'a plus assez d'actifs sociaux pour couvrir les fonds étrangers, le conseil d'administration a l'obligation d'aviser le juge, ce qu'on appelle souvent le dépôt de bilan. Il y a deux exceptions à cette obligation de déposer le bilan. C'est la postposition, très connue en pratique, donc des créanciers qui acceptent au fond de placer leurs créances après tous les autres, et une possibilité d'assainissement privé. La marge de tolérance est assez courte, quelques semaines, peut-être quelques mois. Sinon, on considérera que l'avis au juge est tardif. C'est évidemment une situation extrêmement préoccupante pour le conseil d'administration, pour les gérants, car s'ils tardent à faire l'avis au juge, c'est le cas classique d'une responsabilité civile, voire pénale, des administrateurs. Quels sont les ajustements qu'ont apporté l'ordonnance Covid-19 du 16 avril 2020, qui a tout juste un mois, elle est entrée en vigueur le 20 avril pour une période de 6 mois. Elle suit au fond la fin de la suspension des poursuites, puisque celle-ci a pris fin le 19 avril 2020. Eh bien, cette ordonnance Covid-19, insolvabilité, que vous retrouvez la référence, prévoit plusieurs choses. Premièrement, eh bien, les sociétés qui se retrouveraient surendettées n'ont pas l'obligation d'aviser le juge. C'est donc une exception à ce principe cardinal du droit des sociétés, à deux conditions. La société n'était pas surendettée au 31 décembre 2019 et il existe une perspective de mettre fin au surendettement d'ici la fin de l'année. Le bilan intermédiaire, qui permettrait de savoir si effectivement la société est surendettée ou pas, n'a pas besoin d'être vérifié par un réviseur agréé. Par contre, le conseil d'administration doit documenter et justifier sa décision par écrit. Alors, quelques observations sur ces modifications. Premièrement, eh bien, la date du 31 décembre 2019 a été choisie par voie de simplification, parce que c'est là que les sociétés, en principe, clôturent leurs comptes au 31 décembre. Donc, il n'y a pas de relation directe avec le coronavirus, mais c'est simplement la dernière date, au fond, à laquelle les sociétés clôturent leurs comptes habituellement. C'est en soi une mesure qui vise à simplifier les choses, mais évidemment, ça crée peut-être une différence de traitement avec les sociétés, et il y en a certaines qui ne clôturent pas leur compte au 31 décembre. Celles-ci, probablement, devront alors établir un bilan intermédiaire au 31 décembre pour savoir si elles peuvent ou non bénéficier de ces simplifications dont on vient de parler. Bizarrement, il a été décidé que les sociétés qui étaient surendettées au 31 décembre 2019 mais qui bénéficiaient de postposition, eh bien, ne pouvaient pas bénéficier de ce régime allégé de l'ordonnance Covid-19. La ratio legis n'est pas tout à fait convaincante, mais il faut le savoir, si vous êtes dans une situation au 31 décembre 2019 où des postpositions couvrent votre surendettement, vous ne pouvez pas bénéficier de l'ordonnance Covid-19 si le surendettement s'aggrave à cause du Covid-19.
Les prêts Covid-19, dont on a parlé dans le précédent webinaire, ne sont pas pris en compte dans les fonds étrangers jusqu'à hauteur de 500 000 francs, ce qui peut apporter évidemment une aide ponctuelle du point de vue du calcul du surendettement. Le conseil d'administration d'une société surendettée, et c'est parfois quelque chose que l'on oublie, il est certes dispensé d'aviser le juge, mais grâce à cette ordonnance Covid, il reste soumis à l'obligation de prendre des mesures d'assainissement et, le cas échéant, de convoquer l'Assemblée générale. Ce n'est pas un oreiller de presse. La société, certes, n'a pas besoin d'aviser le juge, mais alors il faut néanmoins prendre des mesures d'assainissement dans la mesure du possible et en tout cas convoquer l'Assemblée générale pour informer les actionnaires de la situation. L'ordonnance utilise le terme perspective de mettre fin au surendettement d'ici le 31 décembre 2020. Alors, qu'est-ce que ça veut dire perspective de mettre fin au surendettement? Évidemment, aujourd'hui, c'est difficile de le savoir. Juridiquement, c'est un test qui est moins exigeant que ce que l'on préconise d'habitude, c'est-à-dire des perspectives concrètes et sérieuses d'assainissement. Les mots ont un sens. C'est une simple perspective de mettre fin au surendettement. On sait aussi que si la situation se péjore ces prochains jours, ces prochaines semaines, et qu'il n'y a plus de perspective de mettre fin au surendettement, alors l'obligation d'aviser le juge renaît. Donc il faut continuer à suivre les fonds propres malgré le fait qu'on a été dispensé d'avis le juge. Et puis évidemment, pour décider ou déterminer dans la mesure du possible s'il y a des perspectives de mettre fin au surendettement, il faudra établir un budget, suivre les liquidités pour essayer, sur la base d'hypothèses, de déterminer si les fonds propres seront suffisants au 31 décembre 2020 ou pas. Ça laisse une marge d'appréciation assez importante au conseil d'administration, surtout si le point suivant est respecté. Le point suivant, c'est cette obligation de motiver et de documenter sa décision. Ce n'est pas en soi quelque chose de nouveau, ça se connaît dans les procès en responsabilité contre les administrateurs, ce qui s'appelle le Business Judgment Rule. Mais attention, il y a un formalisme, c'est clair, il y a un formalisme, il faut faire des procès-verbaux écrits. Ça sera pris en compte par les tribunaux, il ne faut pas penser que ça ne sera pas pris en compte par les tribunaux, c'est quelque chose d'important. Et au-delà de l'aspect formel, il faut évidemment prendre des décisions sur une base qui est informée, appropriée et étayer cette décision. Si on fait ça et qu'on n'a pas de conflit d'intérêts, les tribunaux seront relativement cléments et ne reverront pas le fond de la décision. Voilà pour le surendettement Covid-19, qui est une mesure qui vise essentiellement à aider les sociétés qui étaient au fond saines au 31 décembre 2019 et qui connaissent des difficultés liées au Covid-19, mais des difficultés ponctuelles. Passons maintenant à l'assainissement. Le sursis, c'est quelque chose qui est relativement peu connu en pratique, qui fait parfois un peu peur. Qu'est-ce que c'est que le sursis? Eh bien, c'est la possibilité pour tout débiteur, quel que soit, si c'est une personne physique, une société anonyme, une société de personnes, de demander au tribunal, au fond, de se mettre à l'abri, de le mettre à l'abri ou de la mettre à l'abri de ses créanciers. On dépose une requête en sursis provisoire auprès du tribunal et ça a toute une série d'effets qui sont listés là, dont la principale, c'est que, dont le principal est que les poursuites ne peuvent plus être exercées contre le débiteur. Ça veut dire que c'est la fin de toute poursuite contre le débiteur pour les créances antérieures à la requête de sursis. Les intérêts cessent de courir, les procès, sauf cas d'urgence, sont suspendus, les délais de prescription sont suspendus. S'il y a des cessions de créances pour garantir des prêts bancaires, eh bien, ces cessions de créances futures, à partir de la date du sursis, sont interrompues. Et comme vous voyez, il y a aussi des possibilités d'intervenir dans les contrats en convertissant les créances en nature, les obligations de faire, en des créances pécuniaires et en résiliant les contrats de durée autres que les contrats de travail. Donc une intervention quand même assez importante dans la vie du débiteur. En commissaire, un principe nommé.
La durée de ce sursis est de 4 mois, puis on passe à une deuxième phase, on passe du sursis provisoire au sursis définitif, qui peut durer jusqu'à 24 mois dans les cas particulièrement complexes. C'est ce qui est souvent pas compris en pratique, c'est que le débiteur peut continuer ses activités pendant la durée du sursis. Ce n'est pas une faillite, au contraire, ça le met à l'abri de ses créanciers pour pouvoir continuer ses activités. Certains actes lui sont interdits, mais fondamentalement, il continue ses activités comme précédemment. Les issues possibles du sursis, c'est l'assainissement de la société, parce que le débiteur trouve des arrangements avec ses créanciers, par exemple, ou qu'il est recapitalisé, ou c'est l'adoption d'un concordat ordinaire ou par abandon d'actifs. Si vous vous rappelez de Suissair, eh bien, c'était un concordat par abandon d'actifs, qui est toujours en cours d'ailleurs actuellement. Enfin, si aucune issue n'est trouvée, c'est la faillite. C'est une procédure relativement complexe, mais qui existe et qui est utilisée parfois en pratique. L'ordonnance Covid amène un certain nombre d'ajustements et assouplit la procédure. Alors l'idée, il faut bien comprendre, c'est essentiellement d'alléger et de décharger les tribunaux, principalement les débiteurs qui voudraient demander un sursis provisoire, donc pour être mis à l'abri de leurs créanciers, n'auront plus besoin de déposer un plan d'assainissement et le tribunal qui se fait saisir de cette requête ne pourra pas prononcer la faillite. Donc, c'est presque automatique, vous demandez le sursis et vous l'obtenez. La durée du sursis provisoire passe de 4 à 6 mois et une mesure qui peut-être sera prolongée jusqu'à la fin de ce mois. Aucune faillite ne pourra être prononcée, même si cela devait s'avérer nécessaire suite au prononcé de sursis. Ces quelques mesures, comme vous ne voyez, pas très importantes, visent à simplifier le sursis tel qu'on le connaît aujourd'hui. À côté de cela, et ça c'est très important, il y a un nouveau sursis Covid-19 qui a été rédigé de A jusqu'à Z dans l'ordonnance Covid. C'est une quinzaine d'articles en l'espace de quelques jours, quelques semaines, et qui est une vraie alternative au sursis classique. Elle ne vise que les petites et moyennes entreprises, à savoir les entreprises individuelles, les sociétés de personnes, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite, et les sociétés qui ne dépassent pas les seuils pour être l'objet d'une révision ordinaire, donc les sociétés qui ne sont pas ouvertes au public, en bref, les PME. La condition pour bénéficier de ce sursis Covid-19, c'est de ne pas être surendetté au 31 décembre 2019. De nouveau, on vise les sociétés qui, au-delà de la question de la pandémie actuelle, sont saines, donc qui n'étaient pas surendettées au 31 décembre 2019, ou dont les créanciers avaient accepté de postposer leurs créances à cette date. Ce sursis Covid-19 est accordé pour une durée de 3 mois, prolongeable une seule fois de 3 mois ou plus. Il ne peut être révoqué que si des fausses indications ont été données au tribunal. La procédure est relativement simple. Le débiteur requiert le sursis Covid-19, présente sa situation, dit la loi, de manière crédible et joint les pièces qui l'attestent dans la mesure du possible. Donc, les exigences sont relativement basses. Le tribunal doit se prononcer sans délai. Ça, c'est un autre problème de savoir quelle va être la charge des tribunaux ces prochains temps. Cette requête de sursis vaut avis au juge dépôt de bilan au sens de l'article 725 alinéa 2 CO. Donc très concrètement, ça veut dire que le conseil d'administration a rempli ses obligations, ne pourra pas être venu rechercher en responsabilité si la société malgré tout fait faillite par la suite. Aucun commissaire n'est nommé. Par contre, le sursis est publié et le débiteur doit informer ses créanciers, en tout cas ceux qu'il connaît. Le sursis vaut pour l'ensemble des créances nées avant l'octroi du sursis. Donc, pour ces créances-là, il n'est plus possible de poursuivre le débiteur, excepté, c'était une volonté politique, pour les créanciers de première classe, c'est-à-dire essentiellement les créances de salaire des travailleurs.
ceux-ci peuvent continuer à poursuivre le débiteur, mais uniquement par voie de saisie, ils ne peuvent pas demander la faillite. Inversement, et ça va de soi, c'est une disposition didactique, le créancier n'a pas le droit de payer les créances antérieures au sursis. Pour le reste, les effets sont similaires au sursis classique, ce qu'on a dit tout à l'heure, notamment la suspension des poursuites. En revanche, en un certain nombre d'effets, on a jugé que, compte tenu de l'extrême simplicité pour obtenir ce sursis Covid-19, on ne voulait pas aller aussi loin que pour un sursis normal. Et donc, les procès ne sont pas suspendus, les intérêts ne cessent pas de courir, les contrats de durée ne peuvent pas être résiliés, les créances en nature ne peuvent pas être converties en créances pécuniaires. Comme pour le sursis classique, le débiteur continue son activité, libéré du poids des créances antérieures au sursis, et la loi prévoit qu'il ne doit accomplir aucun acte qui nuirait aux intérêts légitimes des créanciers ou favoriserait certains d'entre eux, ce qui va en principe de soi. Contrairement au sursis classique, où il y avait plusieurs alternatives, si vous vous rappelez, le sursis Covid en fait prend fin automatiquement à l'expiration du délai accordé par le juge, c'est-à-dire 3 mois, prolongeable une fois à 3 mois, donc 6 mois en tout, sauf si évidemment la faillite a été prononcée entre-temps ou si le débiteur qui bénéficie du sursis Covid-19 a déposé dans l'intervalle une requête de sursis classique, comme on l'a vu précédemment. Alors, d'un point de vue juridique, c'est assez impressionnant parce qu'on a en quelques jours, quelques semaines, créé une nouvelle procédure de sursis Covid-19 qui reprend beaucoup de choses que la doctrine appelait de ses voeux depuis longtemps. On verra, c'est un peu tôt pour se prononcer, si ce nouveau sursis Covid répondra aux attentes et aux défis des prochains mois. En guise de conclusion, alors il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire, la matière est extrêmement riche, très technique et complexe, mais je crois qu'il faut vraiment garder en tête pour toutes les sociétés, pour toutes les personnes qui siègent dans les conseils d'administration, c'est un suivi renforcé du niveau de fonds propres et des liquidités avec des budgets et des plans de trésorerie réactualisés très régulièrement pour s'assurer qu'on ne se retrouve pas dans une situation de surendettement, qu'on ne passe pas à côté d'une situation de surendettement qui déclencherait une obligation d'aviser le juge, sauf exception dont nous avons parlé tout à l'heure. La deuxième obligation, et c'est quelque chose qui est souvent pas suivi en pratique, même si vous êtes par exemple un administrateur unique d'une société anonyme ou un gérant unique d'une SRL, ce qui arrive souvent, eh bien, vous devez documenter les décisions qui sont prises dans des procès-verbaux. C'est un peu formel, mais c'est une exigence qui prend toute son importance dans le cas d'actions responsabilité subséquentes contre les administrateurs ou les gérants. Ces décisions doivent reposer sur des informations appropriées, être étayées et pas simplement je prends la décision de faire ceci ou cela. Il faut expliquer pour quelles raisons on arrive à cette situation-là et garder les documents, les budgets par exemple, en annexe. Et puis évidemment, si par malheur le conseil d'administration devait se rendre compte que la situation était sans issue, alors il faut aviser rapidement le juge, si on n'est pas dans une exception mentionnée tout à l'heure, ou déposer une requête de sursis aussi avec diligence et rapidité. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, cher Sébastien. Merci beaucoup pour la qualité de ta présentation. C'est vrai que tout ça est très nouveau, hein, donc bravo aussi d'avoir pu avoir une vision si pointue au moment où on est dans la crise. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir à quelle vitesse
la législation a bougé, en sachant que pour certains sujets, des fois, on attend des années. C'est vrai que là, on a vraiment une société qui s'est mobilisée dans cette situation, puis c'est vrai que c'est assez impressionnant. On va en venir à la table ronde. Alexandra, je vais te laisser la main maintenant pour reprendre les quelques questions qui auraient été posées et non répondues, voire évidemment tes questions. Je vais arrêter de partager mon écran pour que vous puissiez bien voir les conférenciers, auxquels je vais demander d'allumer leur caméra et leur micro, voilà, pour qu'on puisse bien les voir. Et Alexandra, la parole est à toi. Merci beaucoup. Moi, avant une question, j'ai tout d'abord une observation. Il a été beaucoup question de négociation. Madame Pennon, Monsieur Cholet, vous avez tous les deux relevé qu'il s'agissait en premier lieu de négocier. La négociation, ça veut dire aussi du bon vouloir. Est-ce que, Madame Pennon, vous avez dans votre expérience, vous pouvez dire, allez, un taux ou est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer du temps à négocier? Est-ce qu'on arrive à quelque chose? Est-ce que c'est un vrai bon conseil? De nouveau, ça va dépendre quand même de l'activité de la société et puis des relations ou de l'entente que l'on a déjà avec ses partenaires à la base. On a des clients qui avaient des relations assez privilégiées avec certains partenaires. Ils ont pu négocier quand même certains arrangements de paiement, de réduction des coûts. Après, c'est vrai que pour des nouvelles relations d'affaires, c'est beaucoup plus compliqué. Ou si c'est des très, très grosses entreprises, c'est plus compliqué. Donc, ça va quand même beaucoup dépendre du contexte, je pense. Merci. Monsieur Cholet, vous avez… dans le cas des loyers, la question elle est peut-être un tout petit peu différente parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités que de négocier les loyers. Les chiffres que vous avez montrés sont assez impressionnants en réalité. Qu'est-ce que ça vous fait présager pour le futur d'une éventuelle décision au niveau fédéral? Alors, d'abord, je pense que les chiffres sont effectivement impressionnants et je l'ai dit, c'est un succès avec une forte plébiscitation. Maintenant, ils sont excellents parce que je pense que la situation a été très équilibrée. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec une solution où justement chacun a trouvé son intérêt, le bailleur à ne pas voir son loyer consigné ou à ne pas voir un débat juridique ouvert qu'il n'avait pas envie de souffrir. Le locataire a obtenu une exonération et puis l'État forcément à faire en sorte, à jouer son rôle de facilitateur pour faire en sorte que ça joue. Donc oui, c'est un succès et je pense que c'est vraiment dû à la réactivité des différentes parties prenantes et au caractère équilibré de la chose. Sur le plan fédéral, pour répondre à la question, il a d'abord été question d'intervenir. Finalement, dans toute sa sagesse, le Conseil fédéral a dit on peut intervenir dans un certain nombre de choses, mais n'intervenons pas dans un contrat qui est un rapport de droit privé, ce qui est finalement, je pense, assez juste. Et donc, il a laissé faire les choses. Donc, c'est les cantons qui se sont saisis du problème, mais en parallèle, il y a eu des initiatives qui ont été déposées par des députés. C'est un véritable jeu politique. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a différents députés qui ont déposé des initiatives sous la pression d'un certain nombre de lobbies, ce qui fait que les initiatives se sont opposées et qu'à la fin, c'était deux initiatives qui étaient totalement différentes, où une fois, il n'y avait pas de limite, c'est-à-dire que l'indemnisation pouvait aller très haute, ce qui a effrayé un certain nombre d'acteurs, et l'autre fois, l'indemnisation était limitée à 2 mois, mais elle s'appliquait à un nombre plus large de locataires. Bref, à la fin, le Parlement ne savait pas trop quoi faire de ces deux initiatives, donc il a décidé de reconvoquer en juin pour en discuter lors de la prochaine session, en tout cas de celle de juin. Et là, on verra ce qu'il fait. Il n'est pas impossible que le législateur fédéral intervienne. S'il intervient, c'est clair que le droit fédéral prime le droit cantonal. Donc, d'un point de vue juridique, c'est le droit fédéral qui s'appliquera. Mais je ne crois pas que d'un point de vue politique, le législateur fédéral puisse faire abstraction de toutes les solutions efficaces, puisqu'on l'a vu qu'il y a 90% de plébiscite, de toutes les solutions qui auraient été trouvées au niveau cantonal. Donc, j'imagine que soit le législateur fédéral ne va pas intervenir, soit il interviendra pour confirmer probablement ce qui est déjà en place au niveau cantonal. Monsieur Betchart, vous avez en conclusion souligné le fait que les mesures qui ont été mises en place concernent des entreprises qui sont saines et qui souffriraient de difficultés à cause de Covid. Il y a un petit côté un peu manichéen, c'est soit on est sain, soit on est structurellement en train de mourir. Mais moi, j'ai le sentiment que pour beaucoup de PME notamment,
on peut être dans une branche qui est dans les difficultés, typiquement les arts graphiques. Donc l'entreprise, elle n'est pas forcément non saine, mais elle est dans une activité économiquement très difficile. Le Covid pourrait être le coup de grâce. Alors, elles seront éligibles ou elles ne seront pas éligibles? Alors effectivement, il y a eu un choix politique là qui a été fait. Elles ne sont pas éligibles dans le cadre de l'avis au juge du surendettement. Donc elles devront, typiquement une société qui avait des postpositions au 31 décembre 2019, qui fonctionnait comme ça, c'est pas un jugement de valeur, mais elle n'est pas tout à fait saine parce qu'elle a des fonds propres négatifs, mais il y a des postpositions. Eh bien, cette société-là, si la situation s'aggrave et cette aggravation du surendettement n'est pas compensée par de nouvelles postpositions, eh bien, elle devra aviser le juge, elle ne pourra pas bénéficier de la possibilité offerte par l'ordonnance Covid-19. Maintenant, une fois qu'on a avisé le juge, ce n'est pas la fin de l'histoire. En particulier dans la tradition romande, dans le canton de Vaud, dans le canton de Genève, on connaît en pratique ce qu'on appelle l'ajournement de faillite. Alors ça existe dans la loi, ce n'est pas une spécificité romande, mais c'est peu connu en Suisse allemande et peu utilisé en Suisse allemande. Et les personnes qui ont rédigé cette ordonnance sont plutôt situées en Suisse allemande. Mais la réalité, c'est que dans le canton de Genève, une fois qu'on a déposé le bilan, on peut demander au juge un ajournement de faillite, ce qui permet de postposer cette faillite pendant un certain temps. C'est moins effectif qu'en sursis, c'est beaucoup moins protecteur pour le débiteur que le sursis, mais c'est une possibilité qu'il ne faut pas négliger, qui existe à côté du sursis. Merci beaucoup. J'ai noté que dans tous les cas, M. Cholet a souligné le fait qu'il fallait motiver la demande pour les loyers. Monsieur Betchart, vous avez souligné l'importance de documenter les décisions de conseil d'administration. Lors du précédent webinaire, plan de protection des entreprises, on avait aussi souligné l'importance pour les entreprises de décrire pourquoi elles prenaient les mesures qu'elles avaient prises sur la base de quel raisonnement. Je crois qu'on ne dira jamais assez à quel point c'est important d'expliciter ces démarches. Est-ce que l'un de vous veut réagir sur ce point? Oui, je peux que répéter ce que j'ai dit. C'est quelque chose d'un peu formel qui n'est pas forcément. Alors évidemment, si vous êtes dans une grande entreprise structurée, avec un secrétaire du conseil d'administration, en conseil d'administration professionnel, les choses sont en principe bien faites. Mais dans la vie pratique de beaucoup de PME, les décisions ne sont pas forcément formalisées par écrit. Et malheureusement, c'est quelque chose qui coûte très cher après si les choses s'aggravent, parce que c'est un critère essentiel qui sera retenu par les tribunaux pour savoir s'ils revoient la décision avec un plein pouvoir d'examen ou s'ils s'abstiennent de revoir la décision parce que précisément elle a été documentée, qu'elle se base sur des informations appropriées. Et il y a une troisième condition, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. Madame Pennon, vous avez notamment mentionné les plans de paiement pour les charges sociales. Alors en principe, les charges sociales, c'est ce que toute entreprise essaye en premier lieu de payer, même quand tout va mal. J'imagine qu'il y a des conditions à respecter, un timing probablement à respecter. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots? Oui, alors en général, il faut prendre contact avec sa caisse AVS pour toute négociation. Après, si on a demandé des RHT, c'est vrai qu'ils sont quand même assez stricts sur l'accord complémentaire de plan de paiement. Il n'y a par contre pas d'intérêt de retard, donc c'est un petit peu plus souple sur le délai de paiement. Donc il y a eu un peu des reports de 30 jours notamment sur les factures qui étaient dues aux dates habituelles. Par contre, des vrais plans de paiement, des décalages, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de négocier parce que les charges sociales restent dues et notamment la moitié, pour rappel, la moitié des charges sociales est retenue à l'employé et l'employé continue de payer les charges sociales sur l'entier de leur salaire, quand bien même ils sont en RHT. Donc, c'est vrai que c'est délicat et l'entreprise doit s'acquitter de ses charges sociales quand même de manière régulière. Donc, elle ne peut pas décaler ses paiements pendant 6 mois. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Obtenir un peu de souplesse ou de marge de manœuvre, oui, mais néanmoins, elles doivent être payées régulièrement.
J'aimerais vous poser une deuxième question dans un domaine un petit peu différent. RTS La Première a souligné, c'était hier, sauf erreur, non, bref, peu importe, tout récemment, qu'un très petit nombre de parents avaient fait appel aux APG, quand bien même celles-ci sont disponibles également pour un parent en télétravail. Est-ce qu'il y a des conditions particulières? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de demandes pour cela? Oui, c'est vrai qu'au départ, notamment la question du télétravail était assez importante et on pensait que, voilà, en cas de télétravail, c'est pas forcément facile d'obtenir, enfin de démontrer, que l'employeur a attesté qu'il y a vraiment une baisse d'activité pour l'employé. Parce que c'est vrai qu'en cas de télétravail, il est quand même possible de réaliser son activité. Après, c'est vrai que si on a des enfants, notamment en bas âge, forcément, ça s'avère quand même compliqué. Si on ne réalloue pas son temps de travail et son agenda, c'est compliqué quand même de maintenir peut-être une activité complète. Donc, c'est possible même en cas de télétravail, mais il faut vraiment démontrer que, le conjoint ou le partenaire ne peut pas aider aussi dans la garde de l'enfant ou qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut se substituer au mode de garde habituel. Et ensuite, il faut que l'employeur puisse attester que l'employé n'arrive pas à travailler dans son taux d'activité habituel. Merci beaucoup. Monsieur Chollet, j'ai une question. Alors, elle est probablement extrêmement difficile, je suis désolée, mais dans cette discussion sur la prise en charge des loyers, et notamment les demandes que l'ardoise soit effacée, demandes qui émanent de certains milieux politiques, il y a l'idée sous-jacente que si on est propriétaire immobilier, on est forcément très gros, très riche, et que de toute façon, un loyer de plus ou moins encaissé, ce n'est pas un problème. Alors, c'est évidemment pas vrai parce qu'on peut être un petit propriétaire ou une caisse de pension, puis ça, à ce moment-là, ça nous concerne tous, l'absence de rendement immobilier. Est-ce que vous disposez, peut-être au travers de l'USPI, je ne sais pas, est-ce qu'on a vous avez une statistique pour Genève ou éventuellement pour la Suisse de la typologie des propriétaires? Non, j'ai pas de j'ai pas de statistiques précises parce que, encore une fois, je pourrais vous dire à peu près à la régie d'Audin quelles sont les typologies de propriétaires que l'on a, mais ça dépend après du modèle d'affaires de chacune des régies. Ce qui est clair, c'est qu'une écrasante majorité, je crois, c'est maintenant aujourd'hui des propriétaires institutionnels, donc des grands propriétaires comme on les appelle, que ce soit des caisses de pension, que ce soit des fonds immobiliers ou ce genre de grands propriétaires. Et vous avez dit justement, on peut difficilement, alors c'est sûr qu'il y a cette idée que le propriétaire a plus d'argent que le locataire. Est-ce qu'elle est juste ou fausse? Peu importe, je crois qu'elle est en tout cas dans l'esprit de tout le monde. La réalité, c'est qu'il y a autant de propriétaires qu'il existe de différents locataires et que le petit propriétaire privé ou ceux qui sont propriétaires d'un bien en noirie où ils ont de la difficulté, ils en ont hérité, peuvent se retrouver dans des situations difficiles aussi à cause du Covid. Donc, on a eu aussi ça. Et c'est ça qui n'était pas facile, c'était de trouver des solutions homogènes qui peuvent permettre à un propriétaire institutionnel de répondre, tout comme à un propriétaire privé qui, lui, ne vit pas la même réalité que le propriétaire institutionnel. Donc, c'est clair que des statistiques précises comme ça, j'en ai pas sous le coude. Par contre, c'est là où, encore une fois, je trouve que peut-être parce que ça a été fait dans la précipitation et qu'on a été forcé à être pragmatique, mais à la fin, la solution trouvée, de mon expérience, a plu à la plupart des propriétaires et à la plupart des locataires, quelle que soit leur typologie, parce que c'était un bon équilibre. Christophe, est-ce que tu me disputes beaucoup si je pose encore une dernière question à M. Betchart? La dernière, Alexandra, parce que je me Alors, dur sur l'horaire. la toute dernière, l'ordonnance Covid-19, elle modifie un peu le rôle des conseils d'administration. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque qu'elle introduise du flou pour le futur, une fois que les choses redeviendront normales, dans la notion de la responsabilité des administrateurs? Non, je crois qu'elle a plutôt apporté des clarifications, notamment avec cette disposition qui dit que si on dépose une demande de sursis Covid-19, on est considéré avoir rempli ses obligations légales d'aviser le juge. Donc là, je crois qu'il y a une ou deux clarifications bienvenues. Évidemment, l'avenir nous dira comment les tribunaux jugeront cette période extraordinaire. Je rappelle que les procès en responsabilité
Ce sont des procès qui peuvent parfois durer très, 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 très longtemps. Le procès en responsabilité, je m'arrêterai là-dessus, des anciens organes de Swissair, pour reprendre cet exemple, vient d'être décidé au tribunal fédéral, alors que le grounding date de 2001. Donc, vous voyez la durée des procès. Alors, tous les procès en responsabilité ne sont pas comme ça, mais ça prend des années. Donc, on verra dans des années comment les tribunaux jugeront notre époque extraordinaire. Merci beaucoup. Voilà Christophe, je me tais, je te laisse la parole. Avec regret, Alexandra. Mais merci beaucoup. Merci, merci Véronique, merci Maxime, merci Sébastien. C'était vraiment des présentations de grande qualité. On vous remercie également pour le temps passé. On rappelle que ces présentations, parce qu'il y a des éléments quand même assez techniques, seront disponibles. Donc, vous recevrez un email après la conférence avec les liens vers la présentation, les liens vers le replay également de ce webinaire qui évidemment sera diffusé largement sur les réseaux. Donc, merci à vous pour votre superbe implication. Pour les prochains événements, puisqu'on continue ce cycle d'événements avec la Chambre de commerce, j'aimerais attirer votre attention sur un événement qui vaudra la peine d'être vécu. C'est celui du mardi 2 juin 2020 à 16h. On aura la chance d'avoir non seulement l'inventeur du business model nouvelle génération, Yves Pigneur, qui a vendu des millions de livres dans le monde et qui a sorti son nouvel opus le 20 avril sur l'innovation des business models et notamment innovation en temps de crise. Donc, il posera tout ça dans un contexte vraiment qui est idéal pour ça. Alors, peut-être moins idéal pour la sortie de son livre, mais en tout cas idéal pour l'appliquer. Et puis, Pascal Meyer, l'éloquent fondateur de Coca, qui viendra nous expliquer comment dans un temps de crise, eh bien, on peut réinventer son business model. Et ils l'ont fait avec Direct, une plateforme qui a été mise en place en 2 semaines. Et c'est vrai qu'il a mobilisé une grande partie de son équipe qui est évidemment été mobilisée aussi sur ses opérations habituelles. Donc voilà, notez ça dans votre agenda, ça va être vraiment un moment magique qu'on se réjouit de vivre avec vous toutes et tous. En tout cas, un tout grand merci de votre participation et à tout bientôt pour de nouvelles aventures avec la Chambre de commerce. Et Loïco, à tout bientôt et merci encore une fois à tous les conférenciers et bon anniversaire à Sébastien, encore faites bien ce soir. Voilà. Merci beaucoup, merci. Au revoir. À bientôt À bientôt tout le monde, au revoir, merci beaucoup.